Fin hier de la séance plénière de l'Assemblée nationale, 2 projets de loi votés à l'unanimité, la modification de la loi électorale et l'autorisation du gouvernement à prendre des mesures par ordonnance. Opération d'information du CIGEM à l'intention du grand public. Ce centre dédié aux migrants a organisé aujourd'hui une journée porte ouverte avec une présentation détaillée de ses différents services. Nuit ORTM 2011, l'épilogue c'était cette nuit à l'espace Bouna avec la remise des prix aux lauréates. La mise et ses poursuivantes étaient couvertes des cadeaux faits par les différents sponsors et partenaires du comité syndical de l'Office. Et puis, la diva aux pieds nus n'est plus. La chanteuse capverdienne Césaria Evora s'est éteinte aujourd'hui dans un hôpital du Cap-Vert. Elle avait 70 ans. Modibo Soirée nous rappellera le parcours glorieux de cette grande dame de la musique. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Et nous ouvrons cette édition par ce décret présidentiel portant convocation de l'Assemblée nationale en session extraordinaire. Le président de la République, à la demande du Premier ministre, décrète l'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire le lundi 19 décembre 2011. Article 2, l'ordre du jour de cette session extraordinaire porte sur l'examen des 24 projets de textes qui suivent. 1. Projet de loi portant création d'un fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant. 2. Projet de loi portant principes fondamentaux de l'organisation administrative du territoire. 3. Projet de loi portant modification de la loi numéro 93-008 du 11 février 1993 déterminant les conditions de la libre administration des collectivités territoriales. 4. Projet de loi relatif aux collectivités territoriales. 5. Projet de loi portant création des circonscriptions administratives en République du Mali. 6. Projet de loi portant création des cercles et arrondissements des régions de Tombouctou, Taoudéni, Gao et Ménaka. 7. Projet de loi fixant les émoluments et les autres avantages accordés au président de la République. 8. Projet de loi relatif à la pension et aux avantages accordés aux anciens présidents de la République. 9. Projet de loi abrogeant et remplaçant la loi du 25 août 2003 instituant le vérificateur général. 10. Projet de loi portant modification de la loi du 14 mars 1997 instituant le médiateur de la République. 11. Projet de loi portant code minier. 12. Projet de loi portant code des investissements. 13. Projet de loi relatif à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilés. 14. Projet de loi portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de la détention et de l'utilisation de granulés et de sachets plastiques en République du Mali. 15. Projet de loi régissant la production, l'importation, l'exportation, la diffusion et le contrôle des semences, ovules et embryons d'origine animale et des reproducteurs. 16. Projet de loi portant création des budgets annexes auprès des entrepôts maliens au Ghana et en Guinée. 17. Projet de loi relatif aux services privés de communication audiovisuelle. 18. Projet de loi portant modification de la loi numéro 03-025 du 21 juillet 2003 autorisant les paires sur les courses de chevaux et certains jeux de hasard. Et 19, projet de loi portant règlement général du budget d'État 2009. 20, projet de loi portant règlement général du budget d'État 2010. 21, projet de loi relatif au bien-être animal. 22, projet de loi relatif aux établissements privés d'enseignement en République du Mali. 23, projet de loi régissant à la publicité. 24, projet de loi relatif à l'autorité des régulations du secteur au coton. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Et puis, ce communiqué du président de l'Assemblée nationale qui informe les députés que la session extraordinaire convoquée par décret numéro 2011-819 PRM du 16 décembre 2011 débutera le lundi 19 décembre 2011. La réunion du bureau et la conférence des présidents se tiendront le même jour au lieu et heure habituel. Le président compte sur la disponibilité
de l'ensemble des députés. Direction toujours l'Assemblée nationale, au cours de sa séance plénière d'hier, vendredi, a adopté 2 projets de loi, celui portant modification de la loi électorale et le deuxième autorisant le gouvernement à prendre des mesures par ordonnance. Ces 2 projets de loi ont été adoptés à l'unanimité des députés présents. Un reportage de Mahamadou Doumbia. Le projet de loi portant modification de la loi 06-044 du 4 septembre 2006 portant loi électorale a été le plat de résistance de cette journée marathon au sein de l'hémicycle. Convaincus qu'ils sont les députés, l'ensemble de la classe politique et le département de l'administration territoriale ont jugé utile de relire la loi électorale en vue d'en corriger les imperfections qui ont entaché les dernières élections générales. La commission des lois constitutionnelles, de la législation, de la justice et des institutions de la République recommande concurremment à l'adoption du présent projet la moralisation des conditions de délivrance des procurations de vote, l'accélération et la finalisation du RAVEC en vue d'en tirer application pour un fichier électoral biométrique. Camper ce projet de loi électorale qui doit être corrigé grâce à 9 amendements a fait couler beaucoup de salive car, selon les députés, il s'agit ni plus ni moins que de lutter contre la fraude qui peut pointer à l'horizon ou toute forme d'imperfection qui peut créer le doute ou la suspicion. La confection de cartes d'identification avec photo pour plus de 4 millions d'électeurs n'a pas fait l'unanimité car le temps presse. Au niveau du gouvernement, nous avons dit pour ce qui concerne des photos, il faudra que celui qui demande la carte d'identification amène 2 photos d'identité. La question qu'on s'est posée, on s'est dit, mais comment ils vont amener 2 photos d'identité à partir du moment où ils n'ont pas de photographe en ordre de qualité? Je suis d'accord avec les cartes d'identification pour tout le monde et à la charge de l'État. Oui aux cartes d'identification, mais que l'État prenne les charges. Pour que l'État prenne les charges des photographies, sinon des photographes. Autrement, il y a un décalage d'accès à l'urne, dans la mesure où ceux qui ont moins de volonté trouvent des moyens de ne pas aller à l'urne, dans la mesure où, pas forcément les partis politiques, mais les hommes politiques nantis qui peuvent se retrouver dans n'importe quel parti, vont donc acheter des cartes contre vote. On est obligé d'aller avec les témoignages parce que proposer autre chose là, c'est nous amener dans une erreur et dans l'aventure. La démocratie n'a pas de prix, elle a un coût. Ça, c'est entendu. La deuxième chose, rien ne vaut des élections apaisées dans un pays. C'est pour cette raison que je pense que le vote de cet après-midi doit être différé. Ces procurations sont au cœur de la fraude. Ces procurations sont au cœur de la fraude. Les élections sont tronquées grâce aux procurations que des gens ont utilisées massivement au cours des élections passées. Dans tous les cas, nous maintenons notre amendement en disant le vote par témoignage nous semble inévitable à cette élection. Au bout du compte, la loi électorale a été votée par 111 voix pour, 3 contre, 0 abstention. Le gouvernement n'est pas prêt à prendre en charge les frais de photos. Finalement, on a maintenu le vote par témoignage. Pour clore cette journée, le deuxième projet de loi 2011-99-4L autorisant le gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance a été adopté à l'unanimité par 105 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Lancement ce samedi de la campagne de sensibilisation et d'information sur les risques de la migration irrégulière, édition 2011. C'est une initiative du ministère des Maliens de l'Extérieur et de l'intégration africaine. L'objectif pour le département, c'est bien de protéger la jeunesse malienne par la prévention contre les risques de la migration irrégulière. La campagne qui va durer 1 mois couvrira l'ensemble du territoire national. La cérémonie de lancement a été présidée par le ministre des Maliens de l'Extérieur et de l'intégration africaine en présence d'une foule nombreuse. Nous y reviendrons dans une édition de demain. En image, ce sera avec notre reporter Ibrahim Traoré.
Focus sur les différentes offres de services développées par le CIGEM, le Centre d'information et de gestion des migrants, organisait ce samedi une journée porte ouverte. Une opportunité saisie par le public qui a fait le déplacement pour faire de plus amples connaissances avec le CIGEM qui voudrait, à travers les suggestions reçues, améliorer la qualité de ses services. Un reportage de Brahima Koné. C'est en prélude à la journée internationale des migrants prévue pour le dimanche 18 décembre que cette journée porte ouverte se tient. Elle vise à faire une vulgarisation des offres de services développées par le Centre d'information et de gestion des migrants CIGEM. Les suggestions des participants devront contribuer à améliorer la qualité des services du centre. Le centre a pour objectif global d'appuyer l'élaboration d'une politique nationale qui se veut être adaptée aux dynamiques nationales, internationales en constante évolution. Aujourd'hui, le centre intervient également dans le cadre de la réinsertion des migrants de retour, refoulés, rapatriés et expulsés à travers des formations qualifiantes. Des projections de documentaires, la visite des stands et des locaux sont entre autres temps forts de cette journée. Ces stands, du point de vue de la qualité des produits exposés, confirment tout le bien que nous pensions des activités que mène notre diaspora à travers nos compatriotes de retour et qui, avec l'appui des structures du département des Maliens de l'extérieur de l'intégration africaine, ont réussi une bonne insertion socio-économique. Cette journée contribue au renforcement des actions menées par le ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine dans le cadre de la campagne nationale d'information et de sensibilisation sur les risques liés à la migration irrégulière. Le Mali abritera du 27 février au 18 mars 2012 un exercice militaire de planification de lutte contre le terrorisme. On l'appelle Flintlock. En prélude à cet événement qui va concerner 5 localités du Nord et la ville de Kati, une semaine de formation a été initiée à l'intention des participants déjà sur place. Ils sont venus des 16 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Amadou Ouattara. Cette formation vise à renforcer les capacités individuelles et collectives et à créer un environnement favorable à toute opération militaire sur le terrain. Elle s'inscrit dans le cadre de la conférence finale de planification prévue au Mali du 27 février au 18 mars 2012 et va concerner les localités de Kati, Gao, Tessalit, Menaka, Tombouctou et Kidal. L'exercice Flintlock 2012 est un exercice multinational co-dirigé par le Mali et les États-Unis. L'exercice aura pour but de renforcer l'interopérabilité entre les armées partenaires dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les crimes organisés, et également de renforcer individuellement et collectivement les militaires et les groupes de militaires participant à cet exercice-là. Cette semaine de formation préparatoire a enregistré la participation de 16 pays, dont 8 d'Afrique et 8 de l'Occident. Elle a permis aux uns et aux autres de tisser davantage des liens d'amitié et de fraternité et de faire des propositions concrètes. Vous avez donc déterminé les effectifs qui participeront à ce rendez-vous international en spécifiant parfois jusqu'au grade et aux spécialités. Tenant compte donc du fait de la continuité du soutien qui est un impératif de succès, vous avez mis en place un plan logistique très rigoureux visant à assurer le soutien de l'homme et le soutien matériel. Et prenant en compte le rôle de plus en plus prépondérant des médias, donc dans les opérations militaires, vous avez défini dans les plus petits détails les actions tendant à assurer leur communication efficace pour garantir un environnement très réceptif. En attendant de se retrouver en février prochain, chaque délégation retourne chez elle avec un cadeau offert par le chef d'état-major général des armées du Mali. Après 25 ans au service du développement de la commune rurale de Gossi, l'aide de l'église norvégienne Antenne de Gossi vient de faire don de ses locaux à l'Institut d'économie rurale EER. Ce dont permettra non seulement d'augmenter le nombre de centres de recherche agronomique dans les régions nord du Mali, mais également de donner un coup de pouce au secteur agropastoral de la zone. Nos envoyés spéciaux à Gossi, Boubacar Bablé Touré et Djibril Bakayoko.
Ce domaine d'une superficie de 81 740 mètres carrés est composé de bâtiments à usage d'habitation, des locaux administratifs, d'une salle d'informatique, de conférences, d'une bibliothèque, des magasins et des terrains de sport, entre autres. Le coût de ces infrastructures est estimé à près de 117 millions de francs CFA. L'Institut d'économie rurale y compte mener une recherche participative. Il s'agit donc pour l'IR de mieux diffuser les résultats de recherche en travaillant de façon rapprochée et participative avec les agriculteurs, les pêcheurs, les éleveurs et les exploitants forestiers. Un sentiment bien partagé par le donateur. Nous attendons le développement de produits animaux et végétaux plus performants et plus aptes à supporter les méfaits du changement climatique. Cela est un préalable important pour l'accompagnement des populations, des collectivités et de l'État dans la poursuite des activités économiques rentables, ce qui constitue pour nous un axe fort. Sans nul doute, les acteurs comptent beaucoup sur cette station de recherche afin de relever le niveau de la production et de la productivité agricole de la zone. En plus des technologies destinées à améliorer le niveau de la production et de la productivité agricole, des innovations seront mises à votre disposition pour préserver les ressources naturelles, notamment des innovations pour la conservation des eaux et du sol, la gestion et la régénération des parcours, bref, tout ce qu'il faut pour préserver les écosystèmes. Ce geste de l'Église norvégienne renforcera également les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. À titre de rappel, l'AEN s'est installée à Gossi suite à la grande sécheresse de 1984 avec comme mission d'assurer l'aide d'urgence et un développement durable des populations du Gourma. 10 millions de francs CFA, c'est le montant des équipements de reboisement destinés aux producteurs des zones officieries de Ségou. En remettant ces équipements, le ministre Abousso a invité les producteurs à prioriser la protection de l'environnement dans la zone intégrée de l'Office du Niger. Correspondance de Kandé Silla. Ils sont 50 producteurs des communes de Djoro, Farako, Konodimini et de Tamani. Chacun de ces producteurs des zones officieries Ségou a bénéficié d'une charrette, de 2 fûts, d'un chèque représentant le prix d'un âne. Le tout est estimé à plus de 10 millions de francs CFA. Le don s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui au développement rural de Tienkounou et de Tamani, PADER TKT. La valeur d'équipement octroyée à chacun des 50 bénéficiaires s'élève à 145 000 francs CFA. La participation exigée à chacun d'eux correspond au 20% du dit équipement, soit 9 000 francs CFA seulement, remboursables sur 2 années à partir de la date de signature. Pour le ministre délégué chargé du développement intégré de la zone Office du Niger, ce projet d'une enveloppe de 15 milliards de francs CFA mis en œuvre grâce au soutien de la Banque islamique de développement a toute son importance. Car, outre le volet aménagement, il s'agit là d'accompagner ce volet pour protéger l'environnement en plantant des arbres. Nous savons tous l'importance que revêt à nos yeux, et pour tout le monde d'ailleurs, le reboisement. Parce que nous avons une nature aujourd'hui dénudée, vide, vierge, par la faute, bien entendu, nous dira-t-on, des aléas climatiques, mais surtout par la faute de l'homme, parce que nous avons exploité de façon abusive cette nature. Il faudrait donc que nous contribuions, chacun à notre manière, à la reconstruction de cette nature et à la reverdir. Auparavant, le ministre Abousso, qui était en tournée dans les différentes zones de production, avait mis l'étape de Konodimini à profit pour rassurer les producteurs de la zone et de l'ensemble du pays de l'accompagnement nécessaire des plus hautes autorités face à la situation pluviométrique de cette année. C'est là grâce à l'émission phare Poikampoy National qui, pour une première dans la région, s'est tenue en direct à partir de Konodimini. Et nous restons en 4e région où avant cette visite du ministre Abousso, s'est tenue une rencontre entre paysans. C'était autour des champs de papaye à Guerefebougou dans la commune de Ségou. Il s'agissait de fournir de plus amples informations aux producteurs de papaye et pour les amener à augmenter le volume de leur rendement. Ségou, correspondant de Dougoufana Traoré. C'était une quinzaine de producteurs encadrés ou financés par le programme de compétitivité et diversification agricole PCDA de Ségou. Ces producteurs s'étaient donné rendez-vous au champ d'1 hectare de Daouda Diara en Guerefebougou à 5 km de la ville de Ségou.
Ce producteur utilise le système de goutte à goutte pour irriguer son champ. Et M. Diarra espère sur un rendement de 186 à 190 papayes par papayer. Je l'aime parce que ça rapporte beaucoup d'argent aussi. Avec un hectare, ça peut rapporter jusqu'à 10 000. Pour une pleine réussite de la culture de la papaye, les spécialistes conseillent les sols sablonneux et le respect du calendrier du cycle de la papaye. Les producteurs doivent tout faire donc, pour maîtriser le cycle de la culture. C'est-à-dire s'aimer à partir du mois de mars. La pépinière en février et la plantation en mars. Donc, et les premières fleurs apparaissent 2 mois tout juste après la plantation. Donc 8 mois tout juste après, donc, on peut récolter. La culture de la papaye doit être encouragée dans la région de Ségou, dont beaucoup de conditions sont réunies pour cela. Il suffit de respecter les techniques culturelles et le PCDA est prêt à appuyer la démarche. Cette visite paysanne que nous avons organisée au niveau de cette parcelle, c'est dans le cadre du renforcement des capacités des producteurs de papaye. La papaye est une filière prioritaire au niveau de la région de Ségou. Dans ce cadre-là, nous renforçons les capacités des producteurs. Dans le cadre de la compréhension même des techniques de production, les bonnes techniques, on amène tout le monde dans le champ. On essaie d'identifier les erreurs, d'attirer leur attention sur ce qui est bien fait, afin que chacun puisse faire la même chose dans sa parcelle et aboutir à des résultats meilleurs. À noter que ce producteur Daouda Diarra a été financé par le PCDA pour près de 5 millions de francs CFA. Et dans le cadre de la poursuite du dialogue avec la classe politique et la société civile, Modibo Sidibé, ancien Premier ministre, accompagné d'une délégation de haut niveau, a rendu visite le samedi 3 décembre 2011 au Conseil exécutif national du parti Union pour la paix et la démocratie UPD à son siège à Maniambougou, projet. Après un long débat sur le sujet intéressant, la vie de la nation, crise scolaire, situation politique, les élections générales de 2012 et partageant les mêmes préoccupations, les deux partis ont pris des engagements et décidé de les respecter dans le cadre d'une alliance politique, l'Union pour la paix et la démocratie UPD, a pris l'engagement ferme de soutenir Modibo Sidibé aux élections à l'élection présidentielle de 2012 dès le premier tour, indique le communiqué. Le Parti pour le développement économique et la solidarité, le PDS, se tient depuis ce matin dans le pavillon des sports du 26 mars, sa première convention nationale, une opportunité pour faire l'analyse croisée du rapport d'activité du secrétariat général du parti et en même temps de doter le PDS d'une direction définitive pour les 3 années à venir. Daouda Sidiki Diarra. 17 mois après sa création, l'heure est venue pour les militants du Parti pour le développement économique et la solidarité de se réunir en convention pendant 2 jours. Première du genre, cette convention du PDS permet de mesurer les chemins parcourus et d'évaluer également les forces et faiblesses de la dite formation politique. La tenue de ces assises, de cette convention avec la participation des délégués venus de tout le Mali et des 4 coins du monde constitue la meilleure démonstration de la justesse du choix fondamental que nous avons opéré et matérialisé le 17 juillet 2010. Ce choix qui était de créer un parti politique ayant pour ambition et credo, la défense des acquis obtenus par le Mali sous le leadership politique du président Mamadou Toumani Touré et la pérennisation de la vision politique de celui-ci. Après vérification des mandats, les délégués venus de l'intérieur et de l'extérieur du Mali auront droit à une présentation du rapport d'activité du secrétariat général qui sera suivi des débats. L'implantation du parti sur le territoire figure en bonne place dans les programmes car quelques défis sont à relever. Parmi ces défis, il y a d'abord et avant tout notre capacité à transcender les questions crypto-personnelles, pour refléter et mériter davantage les valeurs d'union et de rassemblement qui fondent la vision du président ATT. La tenue de cette convention permettra au parti de se doter d'une direction pour les 3 années à venir en remplacement de l'actuel comité directeur national issu de l'Assemblée constitutive tenue le 17 juillet 2010. Le PDS s'est rapidement imposé comme l'une des principales forces politiques du Mali avec à son actif 15 députés constitués en groupe parlementaire, plus de 1500 conseillers municipaux et une centaine de maires.
Les représentants des partis amis du PDS se sont succédés à la tribune pour magnifier leur amitié à ces partis. La rencontre a aussi enregistré la présence d'un invité de marque. Il s'agit du ministre de l'enseignement secondaire de la Mauritanie. Auparavant, une minute de silence avait été observée en la mémoire des militants rappelés à Dieu. Soumana Sako sera le candidat de la Convention nationale pour une Afrique solidaire CENAS face au RR à la présidentielle de 2012. La cérémonie d'investiture s'est déroulée au cours du premier congrès ordinaire du parti qui s'est tenu ce samedi au Palais de la Culture Amadou Ampateba. Un reportage de Amadou Ouattara. Ça y est, c'était attendu, c'est fait. Le docteur Soumana Sako défendra bel et bien les couleurs de la Convention nationale pour une Afrique solidaire, CENAS face au RR, à la présidentielle de 2012. Ainsi en ont décidé les responsables du parti au cours de leur premier congrès ordinaire. Préoccupés par l'avenir immédiat, au regard des défis multiples qui nous interpellent, avons décidé, camarade Soumana Sako, de t'adresser cet appel présent à briguer en 2012 la magistrature suprême de notre pays. Ce choix est selon les responsables du parti une marque de confiance, d'honneur pour un homme qui n'a jamais cessé de se battre pour l'intérêt de la nation. C'est pour vous dire que le choix porté sur votre personne et votre système par la CENAS face au RR est plein, entier, éclairé, car il est guidé par des raisons subjectives et objectives. Les Maliens se souviendront encore longtemps de l'intrépide ministre des Finances qui, en 1987, opéra un redressement spectaculaire des finances du Mali et épongea les nombreux mois d'arriérés des salaires des fonctionnaires en mobilisant avec courage les ressources internes du pays. Moment historique et solennel, mais aussi un moment d'émotion, de gloire et de mémoire pour un homme qui se dit fier de voir ses militants placer cette confiance en lui. C'est avec humilité, mais aussi une conscience claire et nette de la lourde responsabilité qui en découle que nous avons pris bonne note de l'appel solennel que vous, militants et militantes de la CENAS face au RR, venez de nous lancer à l'effet d'être votre porte-étendard à l'élection présidentielle du 29 avril 2012. Pour la circonstance, une salle comble, une animation à la hauteur de l'événement, bref, tous les ingrédients étaient réunis pour donner un cachet particulier à la cérémonie. La conférence de la section CENID de la commune 1 s'est tenue ce matin à Korofina, occasion pour les responsables du comité national du parti du Soleil Levant de rencontrer les militants du parti et d'échanger avec eux sur les échéances électorales prochaines de 2012. Lamine Keita. L'objectif principal de cette conférence de section est de faire le point sur la situation du parti du Soleil Levant en commune 1, mais aussi de porter le message du comité directeur aux militants. Nous nous rendons compte que le parti se porte bien. Tous les quartiers sont représentés, donc toutes les sous-sections sont là. Et nous avons donc porté le message du comité directeur par rapport aux élections à venir. L'élection présidentielle, nous avons notre candidat et nous prévoyons l'investiture au mois de janvier, le 15 janvier plus précisément. De son côté, l'honorable Moussa Oumar Diawara, député de la commune 1, a indiqué que le message du comité directeur national a été bien reçu. Le constat est réel et positif, comme quoi le CENID se porte bien en commune 1 et nous avons compris le message qui est de soutenir notre candidat pour les prochaines élections 2012. Et tout en rassurant les militants de la commune 1, nous ne serons pas en reste par rapport à ces échéances-là. Au cours de cette conférence de section, les responsables du CENID ont affirmé que pour le moment, le parti n'a pas fait d'alliance. Ils ont également demandé aux militants d'aller retirer leur carte d'électeur. Plusieurs autres sujets ont été abordés, notamment la situation scolaire, la situation au nord et le problème du chômage. La problématique du fichier électoral en Afrique, le cas du Mali dans la perspective des élections générales de 2012, c'est le thème de la conférence régionale de l'Union nationale des femmes du Parti Rassemblement pour le Mali, RPM,
tenue à Kolokani, organisée par le bureau exécutif de l'Union nationale des femmes du RPM. La conférence a regroupé les délégués des 7 cercles de la région de Koulikoro, nos envoyés spéciaux Nando Dambélé et Youssouf Djara. L'objectif des présentes assises de Kolokani est sans doute l'engagement du parti du Tisserand à préparer ses militantes et militants à la base pour mieux affronter les élections générales de 2012. Je place cette conférence sous le signe de la cohésion parce que dans les moments que nous vivons, c'est-à-dire juste avant les élections, nous avons décidé d'être à côté des femmes, d'être avec les femmes, d'être auprès d'elles, pour qu'on puisse travailler ensemble, nous donner la main et voir dans quelle mesure nous allons nous organiser pour préparer les élections présidentielles de 2012. Nous sommes dans une phase de sensibilisation, d'information et nous sommes aussi dans une phase de formation parce que la formation ne s'arrête pas, il faut la continuer. Il faut que les femmes soient constamment au courant de ce qui se passe. Il faut que les femmes sachent constamment qu'elles sont dans un parti qui prend en compte leurs intérêts. Pour mieux atteindre leur objectif, les femmes RPM ont pris soin d'éclater leur thème central en 3 sous-thèmes, à savoir la place et le rôle du citoyen en général et de la femme en particulier dans le processus électoral, quelques contraintes et actions liées à la participation des femmes aux élections. Elles sont venues donc très nombreuses. Les militantes des sections RPM des 7 cercles de la région de Koulikoro, à savoir Banamba, Kangaba, Kati, Koulikoro, Nara et bien sûr Kolokani. Dioïla, organisant une autre rencontre, n'était pas présent à cette rencontre régionale. Chrétiens et musulmans ensemble pour promouvoir le dialogue interreligieux. Ils étaient réunis ce matin pour une table ronde, réunion pour imprimer un nouvel élan à la cohabitation pacifique entre les 2 confessions religieuses en vue de la préservation de la cohésion sociale et de la concorde nationale. La table ronde s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 10e anniversaire de la création du centre Foi et Rencontre. Ce centre chrétien, créé en 2011, se veut une structure d'éducation et de formation de la communauté chrétienne catholique. Un reportage de Bourama Traoré. Unité dans la diversité. Chrétiens et musulmans en font encore preuve. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Les 2 communautés religieuses vivent en bonne intelligence au Mali. Comment alors renforcer cette cohabitation pacifique entre chrétiens et musulmans? Cette question fondamentale est au centre d'une table ronde. Objectif, faire comprendre par l'assistance la nécessité du dialogue interreligieux pour la préservation de la cohésion sociale. Il faut que les gens de confessions différentes puissent se rencontrer parce que quand on ignore l'autre, on est intolérant. Et nous disons toujours que l'intolérance a pour base l'ignorance. Il est donc attendu de cette table ronde des propositions concrètes pour prévenir d'éventuels conflits entre membres de confessions religieuses. Pays multiconfessionnel, le Mali se doit d'imprimer une nouvelle dynamique aux échanges interreligieux. Le socle de ce dialogue, c'est quelque chose de naturel. Parce que dans notre contexte, quand nous nous rencontrons, nous ne parlons pas en termes d'abord de religion, nous parlons en termes de frères, de sœurs, de papa, de maman. Et je crois que ce sont des terminologies qui nous rapprochent très fort. Cette table ronde sur le dialogue interreligieux commémore un double anniversaire. Premièrement, les 25 ans de la rencontre d'assises entre le pape Jean-Paul II et les responsables de toutes les confessions, c'était en 1986. Deuxièmement, les 10 ans de la création du centre Foi et Rencontre à Bamako. Ce centre est plus qu'une structure au service de la communauté chrétienne catholique. La mission du centre est aussi d'être un lieu de réflexion, de formation et d'information, d'échange, de témoignages, d'enrichissement et de collaboration sur toutes les questions liées à la foi, au dialogue interreligieux et à la rencontre entre croyants de différentes religions. Car pas de paix entre les hommes sans paix entre les religions. Un principe du centre Foi et Rencontre qui en dit long sur l'intérêt du dialogue interreligieux.
La douane malienne et DHL s'associent pour renforcer l'activité commerciale au Mali. Un protocole d'accord sur les procédures de dédouanement des colis a été signé cet après-midi entre les deux parties. Selon les initiateurs, cet accord va apporter une plus grande efficacité au processus de transfert. Un reportage de Alpha Maïga. Pour livrer les colis de l'aéroport de Bamako aux clients DHL, il faut 12 heures de temps. C'est trop. Le processus actuel de transfert sera amélioré avec la signature de protocole d'accord entre l'administration des douanes du Mali et DHL. Le protocole d'accord nous permettra d'insuffler plus d'efficacité et de rapidité dans nos opérations, en apportant des améliorations dans le traitement de nos colis express pendant les jours ouvrables, les jours fériés et au-delà des heures d'ouverture légale. Le protocole permettra à DHL Express d'avoir les mêmes performances de dédouanement au Mali que ce que nous avons aux États-Unis, en France, en Europe et en Chine. La création de DHL part du fait qu'il fallait faire en sorte qu'on puisse donner la possibilité aux opérateurs de dédouaner leur cargaison avant l'arrivée des bateaux. C'est pourquoi nous sommes fiers de la signature de ce protocole. Nous nous y engageons fermement et nous le souhaitons que notre partenaire DHL fera de son mieux pour nous permettre d'atteindre les objectifs de recettes qui nous sont assignés et d'atteindre l'efficacité dans la lutte contre la drogue et le crime organisé. Cette signature de protocole est une première. Il s'agit là des moyens par lesquels le secteur privé et le secteur public vont s'associer pour renforcer l'activité commerciale dans notre pays. Occasion de souligner que DHL est un partenaire de la douane dans les 220 pays où il opère. Au terme de la signature, les autorités de la douane et celles de DHL ont animé un point de presse. Le Conseil national de l'Ordre des sages-femmes a tenu aujourd'hui la 10e session de son Assemblée générale statutaire. Ça se passait à la Maison des aînés. Le thème de cette année est une réduction significative de la mortalité maternelle et infantile en vue de l'atteinte des OMD 4, 5 et 6 d'ici 2015. Un reportage de Saba Sissoko. Au-delà de son caractère réglementaire, l'Assemblée générale de l'Ordre des sages-femmes est une tribune d'échange et d'évaluation des progrès réalisés, des déficits et des défis à relever dans le contexte de leur profession. Pour les sages-femmes, il s'agit d'apporter leur contribution dans la mise en œuvre des programmes de santé. L'atteinte des points 4, 5 et 6 des objectifs du millénaire pour le développement relatifs à la santé de la mère et de l'enfant est une de leurs principales préoccupations. Nous reconnaissons que toute grossesse est potentiellement à risque et constitue une menace pour la vie de la mère et de l'enfant et que ce risque d'être minimisé par une assistance qualifiée. D'où l'intérêt d'une formation continue des sages-femmes qui sont les actrices en première ligne dans la lutte contre la maternité maternelle et infantile. Pour une réduction significative des taux de mortalité maternelle infanto-juvénile, elles doivent aussi faire face à certaines difficultés dont l'inégale répartition des sages-femmes sur le terrain et les problèmes d'accueil dans les structures de santé. Les taux élevés de décès maternel et non natal que connaît notre pays exigent de vous plus de qualité, plus de qualification dans le travail, plus d'assiduité et plus de sacrifices. Ceci en vue de la réduction accélérée de ces taux aux cibles prévues dans nos programmes. À l'issue des travaux, les sages-femmes du Mali devront formuler des recommandations visant à améliorer la santé des populations, des femmes et des enfants en particulier. Les travaux de la première journée scientifique du réseau ouest-africain des chercheurs scientifiques en substances naturelles se sont déroulés ce matin à l'INRSP de Bamako. 17 communications ont été présentées au comité scientifique du département de la médecine traditionnelle. Cette journée visait à promouvoir la médecine traditionnelle. Boubacar Sissoko. La recherche est source de découvertes et de progrès. C'est pourquoi l'homme a toujours tiré des plantes des substances pour se soigner. Cette première journée scientifique initiée par le réseau ouest-africain de chercheurs scientifiques en substances naturelles, abrégé en anglais OnePress, vise à partager les résultats des recherches des jeunes scientifiques en matière de médecine traditionnelle. OnePress pense qu'à partir des connaissances traditionnelles, dont les substances naturelles, que l'apport de la science
et de la technologie peut permettre de mieux exploiter ces ressources naturelles. Et c'est à travers également la formation, la recherche qu'on peut obtenir une main-d'œuvre efficace qui pourra donner une valeur additionnelle au développement industriel de ces substances naturelles. Au total, pendant cette journée scientifique, 17 communications seront présentées par les jeunes chercheurs. Une occasion pour eux de faire connaître les résultats de leurs travaux au comité scientifique du département de la médecine traditionnelle. L'objectif de la rencontre, qui est de donner aux jeunes chercheurs qui travaillent sur les substances naturelles l'occasion de faire connaître leurs résultats et d'échanger entre eux et aussi avec d'autres chercheurs, est un objectif très noble. Au Mali, les succès de la recherche sur la pharmacopée traditionnelle ont permis la mise au point de plusieurs médicaments améliorés. Raison pour laquelle le réseau ouest-africain de chercheurs scientifiques en substances naturelles entend appuyer les acteurs du domaine pour valoriser la médecine traditionnelle. 17 décembre 2011, 10 ans que le service d'aide mobile d'urgence sociale SAMU Social a été créé au Mali. Un 10e anniversaire célébré aujourd'hui. Dans le bilan présenté, il ressort que plus de 1800 enfants de la rue ont été pris en charge. Alpha Maïga. La question des enfants de rue est devenue un véritable sujet préoccupant. Service d'aide mobile d'urgence sociale, SAMU Social est une organisation non gouvernementale qui a pour objectif fondamental d'intervenir auprès des plus vulnérables, à savoir les enfants et jeunes de la rue de Bamako. Cette cérémonie est organisée pour célébrer les 10 années d'existence de l'ONG. De 2001 à nos jours, plus de 1841 enfants ont été pris en charge et suivis individuellement par le SAMU Social Mali. Enfin, 146 actes de médiation familiale ou de projets de sortie de rue ont été effectués avec 22 retours en famille réalisés, dont 10 directement par le SAMU Social Mali. Il s'agit de résultats, fruits d'un travail à plusieurs niveaux. En clair, une volonté politique qui s'est traduite par la ratification de textes juridiques, des textes qui sont relatifs aux droits des enfants. Le président de la République du Mali, qui est l'ami des enfants, pour sa part, a toujours soutenu une volonté politique forte en matière de protection de l'enfance et de promotion des droits de l'enfant. Cependant, malgré les efforts déployés par le gouvernement de la République du Mali et ses partenaires, je salue au passage de nombreux défis restent à relever en matière de protection de l'enfant au Mali. Après une projection d'un film documentaire axé sur les réalisations de l'ONG, le public a visité l'exposition photo de services d'aide mobile d'urgence sociale, SAMU Social. Lancement ce matin de la campagne de dépistage des cols de l'utérus au centre de santé de la commune 1. C'est une initiative de la Société malienne de gynécologie et d'obstétrique, la SOMAGO. L'événement s'inscrit dans le cadre de l'appui au gouvernement dans ses efforts de réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Tchemoko Konate. Avec un taux de décès de plus de 26%, le cancer du col de l'utérus occupe la première place des cancers gynécologiques chez la femme. Cela se justifie, selon les spécialistes, par le faible taux de participation des femmes au dépistage de cette maladie au stade de lésions précancéreuses. Face à ces défis, la Société malienne de gynécologie et d'obstétrique SOMAGO organise pour la 4e fois consécutive la campagne de dépistage. L'édition 2011 concerne tous les centres de santé de la capitale, le CHU Gabriel Touré, l'hôpital du Point G et l'hôpital Mère-Enfant. Ces journées ont un impact positif indéniable en termes de sensibilisation, en ce sens qu'elles drainent non seulement un lot important de femmes vers les différents centres de santé le jour du dépistage, mais bien après la période, permettant ainsi d'atteindre un taux de couverture plus important. Cette action de la SOMAGO constitue un appui au gouvernement dans ses efforts de réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Le ministère de la Santé a élaboré et mis en œuvre, depuis 2001, une stratégie de prévention et de dépistage du cancer du col utérin
dont les éléments sont aujourd'hui pris en compte dans le paquet minimum d'activités de santé. La présente campagne s'inscrit parfaitement dans cette stratégie. Ce dépistage du col de l'utérus s'effectue tous les jours ouvrables. Le lancement ce matin à la Maison de la Presse du livre intitulé « La conquête de l'indépendance et l'édification du nouvel État du Mali ». Dans cet ouvrage, l'auteur Daba Diawara retrace le parcours des hommes et des femmes unis au sein de leur parti, l'Union soudanaise RDA, qui ont fondé un État et qu'ils voulurent totalement indépendant. Pour l'auteur, la seule ambition de ce livre est de faire sortir de l'oubli ce qu'il croit être la vérité historique. Amadou Sankari. Cet ouvrage présenté en 2 tomes rassemble plus de 98 textes et actes juridiques, 81 déclarations politiques, 46 articles de presse et plus de 53 témoignages et présentations. Ce document d'environ 1000 pages est une étude qui couvre une période historique relativement courte de notre pays, mais riche en événements. L'auteur a voulu, à travers cet ouvrage, faire parler les textes de l'époque. Le premier tome est consacré à la période qui va de la pénétration des premières troupes coloniales jusqu'au 22 septembre 1960, proclamation de l'indépendance de la République du Mali. Le deuxième tome est consacré à l'organisation de l'État. Après l'indépendance acquise, comment les dirigeants de l'Union soudanaise RDA ont voulu construire un État. Quel type d'État ils ont voulu construire, quel type de problèmes ils se sont confrontés et comment ils ont cherché des solutions à ces problèmes. Pour l'écrivain, la seule ambition qui l'anime, c'est de faire sortir de l'oubli ce qu'il croit être la vérité historique et surtout de partager avec la jeune génération, les historiens et autres chercheurs, les matériaux fiables de recherche. Pour l'auteur, ce document est facile à lire. On peut le lire de 3 manières. On peut se contenter simplement de lire les notes introductives. Les notes introductives sont un résumé de la série de documents qui les accompagnent. Ou on peut se contenter également de lire simplement les notes qui accompagnent la présentation des documents ou de lire l'ensemble. Cette production intitulée « La conquête de l'indépendance et l'édification du nouvel État du Mali » a été réalisée sous l'égide du Club Démocratie et République. Le Club Démocratie et République constitue sans l'ombre d'un doute l'un des doyens parmi les organismes à caractère politique de notre pays, dont le but précisément est de susciter et d'animer la réflexion sur les grandes questions nationales pour contribuer à la consolidation au Mali d'un état de droit. Le livre est disponible à la Bibliothèque nationale au prix de 30 000 francs CFA, les 2 tomes. Élue le 3 décembre dernier, Miss ORTM 2011, Zaliatou Maïga, c'est de Dauphine et l'ensemble des finalistes ont reçu la récompense de la part du comité syndical de l'ORTM et ses différents partenaires. C'était au cours d'une soirée gala qui avait pour cadre l'espace Bouna à l'ACI 2000. La Miss 2011, ORTM, elle, repart avec une voiture pleine de cadeaux. Modibo Soirée était là pour Mali Actualité. 2 semaines après son sacre au concours nu ORTM, Zaliatou Maïga, la Miss 2011, était encore célébrée ce vendredi soir à l'espace Bouna ACI 2000. Pour ce 2e rendez-vous qui a chassé l'ombre du suspense de la compétition, l'heure était bien évidemment à la récompense du mérite. Le mérite de l'élu de l'année, de ces 2 dauphines, mais également de l'ensemble des finalistes. Ainsi, les nombreuses promesses faites par le comité syndical de l'ORTM et ses partenaires étaient tenues. Aux sponsors de cette édition, je dirais tout simplement merci. Merci pour votre largesse. Le défi était très grand, mais avec vous, nous avions pu le surmonter. Pour la première fois, le comité syndical de l'ORTM offre une voiture à la Miss. Une voiture à la Miss ORTM, une première dans l'histoire de cette compétition qui dure depuis plus de 2 décennies. Et l'heureuse première gagnante qui reçoit ici la clé de cette voiture de marque BYD d'une valeur de 6 500 000 francs CFA se donne déjà des idées et exprime des sentiments. C'est la première fois qu'une Miss a en récompense une voiture. Et c'est une voiture super belle, classe, qui va avec mon poids, ma taille. Genre pour les filles comme moi, quoi. Je suis très contente.
Et j'ai l'espoir que l'année prochaine, la Miss aura plus qu'une voiture. Une voiture offerte par le comité syndical de l'ORTM avec l'appui de Afrique Motors, à laquelle vient s'ajouter une longue liste de cadeaux dont la somme de 2 millions de francs CFA de Sotelma Malitel. Le sponsor officiel qui devrait également gratifier la première et la deuxième dauphine d'1 500 000 francs et d'1 million de francs CFA. Et puisqu'aucune finaliste ne devrait répartir les mains vides, alors le comité syndical a remis à chacune la somme de 100 000 francs CFA au moment où les autres partenaires faisaient pleuvoir à leur tour 1001 cadeaux. Je dois dire bravo, un grand bravo au comité syndical de l'ORTM, au directeur général de l'ORTM et à tous ceux qui nous ont permis de vivre cette soirée-là, où on a pu célébrer la femme malienne de manière générale, nos Miss particulièrement, qui pendant pratiquement 2 mois étaient là. Et donc, cette soirée, moi, je suis absolument comblé. Je n'ai pas de mots. Donc, en conclusion, je dirais que c'était fantastique, de la classe, de la grâce, de l'élégance et de l'éclat. Les Nuits ORTM 2011, une belle affiche complétée par cet élan de reconnaissance à l'endroit de certains anciens travailleurs de l'office qui se sont distingués par la qualité de leur parcours. Soirée de remise de prix, mais aussi un moment de retrouvailles et d'évasion pour la grande famille ORTM qui s'est donné le temps d'une escapade sur les rythmes de Tiale Hardy et de l'orchestre Los Maestros. Une partie dansante qui boucle ainsi les Nuits ORTM 2011 et nous entraîne déjà dans l'ambiance des fêtes de fin d'année et de Nouvel An. Merci Modibo Soirée. La chanteuse capverdienne Césaria Evora, appelée la diva aux pieds nus, elle est décédée ce matin dans un hôpital du Cap-Vert. Elle avait 70 ans. Ça s'est passé suite à une insuffisance respiratoire. Modibo Soirée. La chanteuse capverdienne Césaria Evora, appelée la diva aux pieds nus, s'en est allée ce samedi dans un hôpital du Cap-Vert. Âgée de 70 ans, la chanteuse internationalement célèbre est décédée dans son île natale de Sao Vicente, près de 3 mois après avoir pris la décision d'abandonner la scène musicale car elle était très affaiblie. Elle souffrait depuis longtemps de problèmes de santé et avait subi ces dernières années plusieurs interventions chirurgicales, dont une opération à cœur ouvert en mai 2010. Le grand public avait découvert cette ancienne chanteuse des bars des mines de l'eau, capitale de l'île de Sao Vicente, en 1992 grâce à la sortie cette année-là de son 3e album intitulé Miss Perfumado et de 2 concerts grandioses au théâtre de la ville à Paris. Le succès tardif pour une chanteuse alors déjà âgée de 50 ans ne s'était depuis jamais démenti, se propageant à travers la planète. C'est dans son île qu'elle avait fêté ses 70 ans dans la simplicité le 27 août dernier. Voilà, la diva aux pieds nus, Césaria Evora, décédée aujourd'hui. Elle avait 70 ans. Elle a connu la gloire au crépuscule de sa vie. Les Maliens, eux, connaissent bien d'ailleurs cette voix qui s'est entremêlée à celle de Salif Keita dans cette chanson désormais célèbre, Mi Amore. Maintenant, le sport, championnat national de football. La 2e journée a démarré hier avec 2 rencontres au stade Omnisport Modibo Keita. La SC Real de Bamako a partagé les points avec le CS Dougou-Olonfila, 0 but partout, tandis que le centre Salif Keita a battu l'ASCO par le score de 1-0. Le résumé de ces 2 rencontres avec Al-Djouma Tina. Au relais de sa courte victoire lors de la première journée, le centre Salif Keita ne pouvait viser mieux
Quel autre succès à l'occasion de cette explication avec l'association sportive de Krofina ASCO. Et finalement, il l'obtient grâce à une inspiration de Boulaye Sangaré à la 83e minute. Un but qui en dit long avec la nette domination des Boys, qui aurait pu ouvrir le score à la 73e minute par Yacouba Niaré sur penalty. Pendant que l'équipe de Krofina continuait encore à chercher ses marques. C'est qu'elle ne réussira jamais d'ailleurs, compte tenu de l'enthousiasme de l'adversaire qui l'emporte 1-0. Il fallait qu'on prenne notre revanche aujourd'hui et les gosses ont compris. Depuis le début du match, on a siégé le camp de l'ASCO et ils n'ont pas pu se retrouver. La victoire, vraiment, ça me fait plaisir. C'est un parcours long, donc il faut prendre l'avantage depuis maintenant. À 2 matchs, 2 victoires, et toutefois on a la 3e victoire. On pourra après des matchs, après, c'est pas grave. Maintenant, le championnat est long, donc il faut prendre l'avance sur les autres. Rien n'a fonctionné pour l'ASCO qui est passé à côté de son sujet. On n'a pas joué, on avait un match moins. Qui connaît l'ASCO, on ne joue pas comme ça. Mais comme c'est le début de saison, on va travailler. Vraiment, on a joué la paire au ventre. En premier mi-temps, on n'a pas du tout joué. On n'a pas joué, vraiment. En attendant les autres matchs, le SSK 6 points en 2 sorties occupe la tête du classement, contrairement à l'ASCO qui n'a qu'1 point. La rencontre AS Real vêtue de blanc et le 16 Doukoulonfla était la seconde affiche de la journée. Les Scorpions de Bamako avaient ainsi affaire avec la meilleure attaque du championnat. C'est ainsi qu'ils vont multiplier les assauts offensifs pour avoir gain de cause. Mais la formation des Méguétans, au-delà d'être beaucoup plus dangereuse, parvient néanmoins à annihiler toutes les velléités offensives du Real de Bamako. 0-0, un résultat qui n'est pas si mauvais pour les Scorpions. On n'a pas de regrets, c'est le championnat, c'est une course de fond. Donc si on a eu une match nul, 1 ou 2 matchs nuls, rien n'est perdu encore. Et pourtant vous avez créé pas mal d'occasions. On n'arrive toujours pas à marquer, c'est ça notre seul problème. Je crois que les entraîneurs, ils auront de quoi faire. Davantage, on va essayer de travailler devant pour essayer de marquer. Comme la saison dernière, le 7 Doukoulonfla semble bien parti. C'est donc la fin de cette édition. En raison de la retransmission en direct du match COB Djoliba, comptant pour la 2e journée du championnat national de football, ce dimanche à partir de 16h, l'émission Yele Bougou sera diffusée à 14h50 et Dogokon Kibarou vous sera présenté à 15h20. Le 13h dimanche, lui, reste à sa place et vous sera présenté par Nyanya Aliou Traoré. Inch'Allah, on se retrouve pour le 20h. Merci, excellent week-end.